Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Joli Bump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Joli Bump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Joli Bump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Joli Bump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Clotilde Dussoulier. Donc Clotilde, tu as 39 ans. Je pense que vous connaissez Clotilde sans doute via les podcasts Change ma vie, qui sont dédiés au développement personnel. Donc Clotilde, elle est auteure et coach de vie. Exactement. Et tu es également donc maman de 2 garçons, donc Milan qui a 6 ans et Mika qui a 3 ans et demi. C'est ça. Pour commencer cet entretien, je voulais voir avec toi comment tu as appréhendé en fait ton rôle de maman. Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants? Comment ça s'est fait? Alors, j'ai effectivement toujours voulu avoir des enfants. Je me suis toujours projetée dans l'idée d'en avoir. Et ensuite, il se trouve que j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari quand on était très jeune. On avait 17 ans. Et du coup, en fait, on n'a pas vraiment eu le mode plus classique où les gens sont ensemble et puis au bout de 5 ans, ils commencent à parler d'enfants parce que au bout de 5 ans, on avait 22 ans, donc c'était trop tôt pour avoir des enfants. Et donc en fait, on s'est construit une vie qui était très riche. On est tous les deux passionnés par ce qu'on fait dans nos vies professionnelles et où en fait tous les deux, on se disait on veut des enfants, mais honnêtement, on sait pas quand parce que en fait, on adorait notre vie. Et ce qui s'est passé en fait, comme je pense beaucoup de gens, c'est que on a des amis qui ont commencé à avoir des enfants. Et où du coup ça a commencé à rentrer un petit peu plus dans une idée de normalité ou de possibilité. Et en tout cas moi je me voyais pas être la première de mon groupe d'amis à avoir des enfants parce que j'avais pas envie de me lancer toute seule. Mais à partir du moment où mes 2 meilleures amies m'ont annoncé en même temps qu'elles étaient les 2 enceintes, voilà. Et en fait on se disait avec mon mari, en réalité on sera jamais prêt et on sera jamais plus prêt que maintenant, donc on y va. D'accord. Le fait est qu'on n'était pas prêts. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'on est effectivement jamais prêts. On ne savait pas à quel point on avait raison. Et du coup, comment se sont déroulées tes grossesses? Alors, mes 2 grossesses assez différemment, mais les 2 en réalité assez anxieuses en fait. C'est-à-dire à la fois très contente. C'est-à-dire moi j'ai adoré l'idée d'être en train de fabriquer un autre être humain dans mon corps. Ça, conceptuellement, je trouvais ça vraiment merveilleux. Mais pour le premier, j'avais au début très peur de le perdre. Je sais pas pourquoi, j'avais cette crainte. Et en fait, je m'apercevais que je ne disais jamais à tel moment il y aura le bébé. En fait, j'avais toujours derrière la tête la possibilité que quelque chose se passe qui fasse que finalement peut-être on rentre dans la maternité sans le bébé. Ouais. Et en fait, je me dis a posteriori que c'était quand même hyper. Je pense que je me rendais pas compte sur le coup à quel point j'étais anxieuse de ça. Et c'est aussi ça qui a fait que après la naissance, je pense qu'en fait, j'étais pas complètement en fait, j'ai pas utilisé les 9 mois pour vraiment me préparer au fait qu'il allait y avoir un bébé parce que j'avais tellement peur de me préparer à l'idée qu'il y ait un bébé et que finalement il y ait pas de bébé que en fait les premiers mois ont été vraiment difficiles pour moi pour retomber un peu sur mes pieds. Et pour la deuxième grossesse, ce qui s'est passé, qui était assez différent, c'est que j'ai attrapé le cytomégalovirus, qui est un virus qu'on peut attraper, qui est complètement bénin quand on est un adulte pas enceinte ou quand on est un enfant sorti du ventre. Et par contre, pour les femmes enceintes, si le bébé l'attrape in utero, ça peut causer de graves malformations. Donc moi j'ai attrapé le virus, il a été transmis à mon bébé et donc on a eu un suivi assez rapproché à Necker, qui a un service spécialisé là-dedans. Alors on a eu une chance incroyable, c'est qu'on est vraiment passé au milieu des gouttes. Mon bébé, il va très bien. Enfin, mon bébé qui est plus un bébé maintenant. Je veux dire, il en a absolument pas souffert. J'ai eu un traitement et tout ça pour limiter les risques. Mais du coup, là aussi, il y avait un côté, un stress, voilà, donc un peu stressant. Mais en fait, je me suis aperçue à cette occasion-là que je mettais en place beaucoup d'outils, en fait, que j'ai découvert d'une façon plus formalisée après.
qui m'ont aidé en fait à faire face à l'anxiété, de l'incertitude et donc j'étais très connectée à cette idée que ça allait bien se passer, que le bébé il allait bien, que moi j'allais bien, que ça allait bien se passer, et où je me disais je voyais bien qu'il fallait pas que je cherche trop sur internet les possibilités, les statistiques et tout. Voilà, donc j'étais très connectée en fait à l'instant présent en me disant j'ai l'impression pour l'instant ça va pendant 9 mois. D'accord. Donc ça, on va en parler des outils que tu as mis en place. Juste quand même pour information, en fait, moi je connais pas bien comment ça s'attrape ce virus. Alors le cytomégalovirus, c'est un virus que beaucoup de gens ont déjà attrapé. En fait, c'est un petit peu comme la toxoplasmose. D'accord. Sauf que les médecins sont moins d'accord sur est-ce qu'il faut le dépister ou pas, parce qu'en fait, ils savent pas trop quoi faire de l'information quand on s'aperçoit qu'il y a eu une séroconversion tôt dans la grossesse. Ils savent pas très bien quoi conseiller, mais c'est une histoire de politique de santé à l'échelle nationale où ils se mettent pas d'accord. Mais en fait, ça s'attrape notamment quand on a déjà un enfant. En fait, c'est des virus qui circulent un peu dans les crèches. Ah oui. Et donc du coup, ça se manifeste comme un rhume. En fait, on a l'impression. Moi, j'ai même pas eu de symptômes. Oui, c'est les analyses de sang. Voilà, et on peut faire des analyses de sang pour le dépister. D'accord. Et voilà, et selon le stade de la grossesse auquel on l'a attrapé, c'est plus ou moins embêtant. Moi, c'était au stade où c'était potentiellement le plus embêtant. Enfin, on tombait que dans le pire de la statistique à tous les examens. Et puis finalement, voilà. Ouais. Et justement, et par rapport à ce que tu disais, notamment par rapport à ta première grossesse, t'as pu analyser en fait ce qui t'avait vraiment stressé à ce point, ou pourquoi tu t'étais pas mise Alors en fait, en y réfléchissant, je me suis souvenu que quand j'étais, j'allais beaucoup au cinéma quand j'étais étudiante. Et je me souviens hyper bien d'un court-métrage que j'avais vu où en fait le sujet du court-métrage c'était une femme qui revient de la maternité, et donc c'est le couple qui revient chez lui et on voit que toute la maison a été préparée pour accueillir le bébé, et tu vois, rien que d'en parler ça m'émeut. Toute la maison a été préparée pour ramener le bébé, et puis on voit que il a dû se passer, donc c'était un court-métrage sans parole. D'accord. Où en fait tu comprenais le truc ultra poignant de cette expérience-là qui est l'expérience d'un certain nombre de femmes. Et je sais pas, ça m'a hyper marqué cette idée. D'accord. Et en fait, quand les gens disaient alors avec le bébé tu feras quoi, et en fait un peu par une certaine forme de superstition, je voulais pas me projeter parce que je me disais si je me projette et que finalement il y a pas de bébé, ce sera horrible. Alors que de toute façon, je veux dire, qu'on se projette ou qu'on se projette pas, c'est très dur si on ramène pas le bébé. Enfin, je sais pas, c'était très bizarre. Et en fait, je m'aperçois que j'avais des espèces de stratégies moi j'ai un esprit assez cartésien, et donc j'avais des stratégies pour maintenir le contrôle. Donc j'avais des tableurs Excel pour noter toutes les choses que j'achetais, à quel prix, ma prise de poids, les semaines. Je marquais des trucs dans mon calendrier. C'était vraiment le truc. Et alors que pour la deuxième grossesse, j'étais dans un truc beaucoup plus lâcher prise, où je me disais voilà, il se passe un truc qui est complètement en dehors de mon contrôle. Donc voilà. Et le contraste entre mes deux expériences de jeune maternité aussi, pareil avec mon premier, à chaque fois qu'il se réveillait la nuit, j'avais une application sur mon téléphone pour noter les heures auxquelles il se réveillait. Et alors que le deuxième, il était dans le lit avec moi, je sais pas, il se réveillait, enfin je les ai allaités les deux. Ouais. Il se réveillait, ça me réveillait à peine, je l'allaitais, on se rendormait. Enfin, c'était vraiment le diamétralement opposé. Évidemment, c'était plus facile dans le lâcher prise que dans l'hyper contrôle. Mais bon, je faisais comme je pouvais, quoi. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, t'as eu deux expériences effectivement radicalement différentes. Oui, c'est ça. Alors on verra dans 20 ans ce qu'ils raconteront chacun à leur psy ou à leur coach. Mais j'ai fait ce que je pouvais. Bien sûr, comme toujours. Et du coup, quand est-ce que tu t'es sentie devenir mère pour la première fois? Pour moi, ce qui a été vraiment bénéfique dans mon apprentissage de la maternité, je pense, c'est l'allaitement. J'ai eu une expérience d'allaitement pas forcément facile dans le démarrage, surtout avec le premier. J'avais une seule amie qui avait allaité ses enfants, et donc pas tellement de modèles dans mon entourage, mais j'ai été assez connectée assez vite avec la Leche League. Et donc j'allais aux réunions, et donc ça m'avait vraiment cette sororité qui se développe autour de ça m'avait beaucoup aidée. Et j'avais une sage-femme qui était venue me conseiller et tout ça, et en fait, je crois que pour moi, ça a beaucoup aidé c'est-à-dire qu'il y avait un côté, alors même que dans mon esprit, c'était pas facile, en fait, je pouvais me reposer sur le fait que mon corps faisait ce qu'il fallait pour établir le lien avec ce bébé, le nourrir, voilà. Donc il y avait quelque chose où en fait je me disais, je sais bien que je suis irremplaçable en fait pour cet enfant, parce que voilà, il y a que moi qui peux faire ça. Ouais. Et du coup, il y avait un côté service minimum qui m'a été utile après, au moment de la diversification, je les ai allaités les deux assez longtemps. D'accord. Et donc le côté en fait voilà, je peux me reposer là-dessus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des zones de doute ou d'incertitude ou de manque de confiance et tout, mais ça au moins,
je sais que mon corps et son corps font un truc, voilà, sont connectés et que la base, voilà. Après, j'ai mes convictions sur l'allaitement ne concernent absolument que moi et je pense vraiment que c'est pas ce qu'il faut pour tout le monde, mais je pense que c'était exactement ce qu'il me fallait pour moi. Donc c'est ce rapport un peu charnel pour toi en tout cas qui t'a permis de te sentir maman, quoi. Oui, c'est ça. Disons le fait de me dire en fait c'était vraiment le prolongement de la grossesse, c'est-à-dire pendant la grossesse mon corps savait ce qu'il fallait faire et après avec l'allaitement mon corps continuait à ça m'a aidé aussi dans le côté comme je faisais de l'allaitement à la demande, t'es obligé de lâcher prise en fait parce que le bébé s'il a faim alors que ça fait 20 minutes la fois d'avant ou que c'est toute l'après-midi, voilà, c'était difficile, c'était difficile pour moi, mais je pense que c'était une leçon que j'avais besoin d'apprendre pour la suite. Et du coup, comment s'est passé, est-ce que t'as fait un baby blues? Comment s'est passé tes premiers mois de maman? Avec mon premier, j'ai traversé une période jusqu'à ce qu'il rentre à la crèche, donc pendant 4-5 mois, une période vraiment difficile psychologiquement, c'est-à-dire que c'était les montagnes russes en fait, où j'étais évidemment hyper contente qu'il aille bien, où il y avait plein de moments vraiment agréables, j'ai plein de photos de ces moments agréables, etc. Mais en même temps, j'avais intérieurement un peu je trouvais ça vraiment beaucoup plus difficile que ce que j'avais anticipé. Et je pense maintenant, et c'est pour ça quand je peux porter ce message auprès de femmes qui sont enceintes, je le porte. Je pense que là où je me suis tendu mon propre piège, c'est qu'en fait, je ne voulais pas que ma vie change. Et donc du coup tous les conseils qui sont dors quand ton bébé dort, tout ça. Moi quand mon bébé dort, je publiais des trucs sur mon blog, je répondais à mes mails. Et en fait c'était une erreur parce que je me suis épuisée en fait à faire ça et que quand on est épuisé on n'arrive pas à reprendre le dessus. Et du coup pour le deuxième, je me suis dit ma seule responsabilité pendant ces premiers mois c'est de me reposer et de m'occuper de ce bébé. Exactement ce qu'on m'avait toujours conseillé de faire. Et évidemment quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, tu dis non moi j'ai pas envie de laisser mon appart en vrac et mes mails sans réponse. Mais alors du coup pour le deuxième, je n'avais aucun rendez-vous, je n'ai rien organisé, j'ai dormi pendant je dormais toute la journée en fait avec lui. Et du coup l'expérience était tout à fait différente. D'accord. C'est intéressant. Du coup, j'étais très disponible pour m'occuper du grand et j'avais d'ailleurs de la disponibilité pour avancer sur des projets ou maintenir répondre à des mails ou plus en forme, ou ce genre de choses, mais vraiment la base de la base, c'est juste la récupération physique, quoi. Et ça, je l'ai pas vu pour le premier. Pour le premier, à quel moment, en fait, t'as réussi, du coup, à inverser la tendance, en fait, en tout cas, à te sentir mieux? Je pense que ce qui m'a aidé, déjà, c'était le fait de pouvoir le confier pendant la journée. J'avais une place en crèche et donc, du coup, simplement d'avoir un tout petit temps de récupération, parce que pourtant mon mari il était super avec mon bébé et tout ça, mais en fait c'était moi qui arrivais pas à le Et en fait, je pense qu'on a un vrai déficit d'accompagnement dans cette zone grise qui est ni tout va bien, ni la vraie dépression du postpartum où les femmes n'arrivent plus du tout à s'occuper de leur enfant et où là, il y a nécessité de prise en charge, peut-être d'hospitalisation, de médication, ce genre de trucs. Mais il y a plein de niveaux de gris au milieu. Oui, c'est vrai. Où en fait, on est beaucoup à passer au travers des mailles du filet, à trouver que c'est difficile. En même temps, moi, je me disais, non mais c'est bon, ça va, j'y arrive. Mais en même temps, en me disant, mais est-ce que c'est normal que ce soit aussi dur? Mais en même temps, j'avais pas envie de dire que c'était dur parce que oui, ça se dit parce pas. qu'on n'a pas envie de projeter l'idée de la mère qui galère, quoi. Ouais. Et donc en fait, moi, j'ai un projet de roman autour de ça pour justement exprimer ce ressenti vraiment très particulier, très ambivalent en fait. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement, on y revient, c'est un podcast qui s'appelle The Longest Shortest Time. Ok. Donc c'est le temps le plus long et le plus court à la fois. Où c'était un podcast qu'elle a lancé. C'est une journaliste américaine qui a lancé ça pile au moment où je mettais mon premier à la crèche pour la première fois. Ok. Et qui au début était beaucoup centré sur ce qu'elle appelle le early motherhood, donc les premiers temps de la vie d'une mère après la naissance du bébé. Et pour parler justement de ces premiers mois qui sont effectivement, je trouve ça très juste, les plus longs et les plus courts qu'on puisse imaginer, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une période qui dure pas longtemps du tout, mais quand on est dedans, c'est comme quand on a la grippe et qu'on est au fond de son lit, on n'imagine pas ce que ça pourra être le jour où on se dit, mais ouais, c'est ça. Enfin, il y a un côté, le temps s'arrête et où c'est une vraie difficulté. Tout à fait. Et justement, en fait, par rapport à ça, puisque maintenant t'as pu bien sûr prendre du recul là-dessus et t'as donc cette activité de coach de vie, est-ce que t'aurais en fait des conseils, je sais pas, de petits protocoles un peu simples, tu vois, qu'on peut mettre en place dans cette période qui est effectivement difficile pour justement lâcher prise,
récupérer, se sentir mieux? Est-ce que tu as des conseils là-dessus? J'ai pas forcément des conseils à titre professionnel parce que s'il y a une possibilité de dépression du postpartum, je pense que un psychologue ou un médecin traitant est plus apte à donner des conseils là-dessus. Pour autant, moi, si j'avais juste par exemple une amie qui me disait voilà, je trouve ça vraiment difficile et tout ça, le conseil que je lui donnerais d'ami à ami ou de sœur à sœur, ce serait plus de faire la part des choses déjà entre ce qui relève de l'expérience physique, de simplement la fatigue, le bouleversement hormonal et tout ça, et de se laisser du temps juste autour de ça, et de mettre ça d'une certaine façon dans une boîte, c'est-à-dire d'éviter d'avoir l'esprit qui part dans est-ce que ma vie ça va être ça à partir de maintenant parce qu'en fait moi finalement c'était ça, en réalité c'était ça qui me causait le plus de souffrance, c'était l'anxiété que j'avais, c'est-à-dire que c'était un ressenti qui était entre autres physique, qui était très temporaire, mais je rajoutais dessus une anxiété de me dire mais est-ce que c'est normal, est-ce que ça va durer toujours, est-ce que est-ce que c'est ça d'être parent, et pour moi c'est les deux choses sont à traiter séparément. C'est-à-dire il y a le repos physique du corps et puis ensuite qu'est-ce qu'on fait pour aménager effectivement cette anxiété mais on peut pas trouver d'outils pour l'anxiété si par ailleurs on est épuisé. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, sans doute, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, qui m'a un peu interpellée, tu disais qu'en fait, c'est vrai que des fois, on n'a pas forcément envie d'en parler. Parce qu'en fait, moi, souvent, en fait, dans le podcast, ce dont je me rends compte qui est intéressant, c'est que finalement, on est quand même globalement assez entouré. Enfin, voilà, on a des gens, on a des amis, etc. Et en fait, pendant cette période, je crois que 99% des personnes que j'ai interrogées ont ce sentiment immense de solitude. Oui. Mais je pense que c'est aussi parce que, peut-être parce qu'on n'ose pas, justement, faire état en fait de ce qu'on ressent parce qu'on a peur du jugement des autres, alors qu'en fait en réalité peut-être que si on disait simplement se livrer un petit peu, même ne serait-ce bien sûr il y a la partie professionnelle avec les psys etc, mais peut-être qu'en se livrant un peu et en partageant quelque part un peu son mal-être, ça peut aussi faire du bien et permettre de trouver des solutions parce que on se met c'est souvent en fait j'ai l'impression le baby blues un espèce de tourbillon dans lequel on se met tout seul quoi. Vrai. Ouais. C'est vrai, et c'est vrai que cette crainte du jugement ou de l'image qu'on projette, elle est effectivement importante, d'autant plus qu'on a un imaginaire de la mère épanouie, mais aussi la superwoman qui fait des enfants magnifiques, qui immédiatement reprend sa vie comme avant, et moi si tu veux là par exemple rien qu'en t'en parlant, en réalité mon esprit va plutôt vers mon fils et justement cette idée que quand il sera un peu plus grand je peux lui en parler, mais j'éprouve toujours le besoin de rétablir le récit en disant par ailleurs j'étais très proche de lui, je m'en occupais bien, on a eu des moments de joie et tout ça, mais parce qu'il y a l'idée de dire je veux pas que mon fils grandisse en se disant ma mère déprimée à cause de moi. C'est vraiment séparé. Enfin, il y a cette culpabilité là aussi qui se manifeste. Alors bien sûr, si on peut en parler à ses amis, moi mes parents m'ont été d'un grand soutien à ce moment-là, ma sœur, tout ça. Mais ultimement, je pense que c'est un changement d'identité hyper important et qu'en fait, les gens autour de toi ne peuvent pas t'aider à le faire. C'est-à-dire que c'est un boulot qu'il va falloir faire seul. Oui, bien sûr. Et c'est cette partie-là qui est pas facile, en fait. C'est la partie que personne ne peut faire à ta place et que personne ne peut vraiment t'aider à faire, en réalité. Mais c'est vrai qu'en fait, le fait de projeter beaucoup, j'en parlais dans un épisode, apparemment c'est un psy qui disait ça, à une invitée, Agathe Le Caron, qui disait qu'en fait, quand on se projette trop, c'est souvent là qu'il y a en fait, le fait de trop se projeter dans un imaginaire, finalement, quand on y réfléchit, ça paraît évident, mais on peut pas s'en empêcher de se projeter dans un imaginaire pendant la grossesse qui serait peut-être un peu trop idyllique. Fait que parfois en fait la différence peut être un peu brutale, quoi. Alors moi je m'étais projetée dans un imaginaire qui était pas tant idyllique que hyper je pensais que j'étais vraiment une experte. C'est-à-dire que pendant ma grossesse, j'ai acheté et lu un nombre de bouquins très important. J'avais tout le matériel, j'avais tous les couches lavables, les petits transats, les écharpes. Je savais tout sur tout. Mais ça, je veux dire, c'est juste ma façon d'aborder les choses, c'est que je me over-prépare pour les trucs. Et en fait, ce qui était difficile pour moi, c'est que je me suis aperçue qu'en réalité, c'est pas que ça servait à rien, parce que, c'est toujours utile. Mais qu'en réalité, c'était un apprentissage qu'il fallait que je fasse au moment où j'y étais. Et que c'était dur mais que c'était maintenant et que et que voilà que fallait juste faire l'expérience dans les tranchées quoi, de la vraie expérience. Et alors en fait, comment t'as trouvé ta place aussi par rapport au papa, parce que comment ça a organisé vos rôles, est-ce que ça a été progressif, parce que c'est un sujet aussi qu'on peut avoir sur le retour de la maternité et sur les premiers mois. Ouais, voilà. Il était super.
il était tout à fait disposé à s'occuper du bébé et tout ça. C'est vrai qu'avec l'allaitement, il y avait quand même un côté, autonomie assez réduite du bébé, parce que bien sûr, tu peux pas t'absenter pendant toute une journée. Et je l'ai fait quand il était en âge d'aller à la crèche. Je tirais mon lait et tout ça. Mais à vrai dire, en fait, je sais qu'il était super, parce que je sais qu'il est super. Mais sur le coup, en fait, c'est pas tant qu'il était super par rapport au bébé, parce que ça, je sais pas comment expliquer. J'étais tellement dans ma tête qu'en fait, c'était vraiment mon rocher. C'est-à-dire que c'était hyper dur. Je trouvais ça vraiment... Je me sentais dérivée complètement et je me raccrochais à lui. C'est-à-dire, c'était lui qui me rassurait, c'était lui qui me rappelait les choses. Quand je voulais abandonner l'allaitement, qui me disait, si t'abandonnes, tu vas le regretter. Rappelle-toi que c'est vraiment ça que tu veux faire. Et je le bénis de m'avoir rappelé ça. Mais c'était vraiment... J'étais sur un radeau et c'était lui mon radeau. et donc, en fait, finalement, je me souviens plus très bien des détails de il s'occupait beaucoup du bébé, mais ce qui m'a été moi le plus utile, c'était ce qu'il était pour moi en termes d'écoute, de disponibilité, de compréhension. C'est-à-dire que moi, je pouvais m'ouvrir auprès de lui des difficultés que je traversais, quoi. C'est une aide énorme. Oui, c'est ça. Bah oui, parce que si en plus j'avais été face à quelqu'un qui comprenait pas ou qui disait mais c'est bon, arrête. C'est vrai que la solitude aurait été encore plus importante. Et est-ce que la maternité a changé ton rapport à la vie ? Alors, il a changé mon rapport à la vie dans le sens qu'il a changé mon rapport au temps qui passe et à l'instant présent. Oui. Je pense que c'est vraiment le fait d'être mère qui m'a invitée à m'intéresser à toutes ces questions de développement personnel que j'ai vraiment découvert les questions assez tard dans ma vie, quand j'avais 35 ans. Donc voilà, ça fait à peu près 4 ans que je m'intéresse à ces choses-là. Parce que justement, je me disais, en fait... il me manque des outils pour arriver à faire la part des choses dans mon quotidien entre les choses qui sont que je trouve objectivement difficiles en termes de logistique, d'harmonie pro-perso, de les colères des enfants, le côté demandeur de la parentalité. Et en même temps, je me disais, si je laisse ces difficultés qui sont finalement logistiques et sur le plan de l'énergie, du corps, etc., si je laisse ces choses-là prendre toute la place, il y a plus du tout de place pour juste le fait de profiter des petites années de mes enfants qui ne dureront pas toujours. Il y a énormément de gens qui disent, quand ils ont des enfants grands, qui disent mais ça passe tellement vite, alors que quand t'es dedans, tu trouves pas que ça passe vite. Mais en même temps, tu sens bien qu'il y a quelque chose de très... Surtout avec mon deuxième, où en fait à chaque fois je me disais, parce que j'en veux que 2, je me disais j'aurais jamais un enfant aussi petit que celui-là. Et donc je trouve qu'il y a un... C'est-à-dire je me suis dit, je pense que ça vient aussi avec la deuxième moitié de la trentaine où on se rend compte que que le temps passe, on n'a plus 20 ans, donc voilà, faut que je fasse la part des choses intérieurement pour laisser beaucoup de place aux choses dont j'ai envie de peupler mon expérience en fait. D'accord. Et c'est en ça que les outils de coaching et de développement personnel m'ont aidé. C'est pour arriver à finalement à tourner le volume de certaines perceptions ou certaines pensées que je pouvais avoir pour arriver à aménager intérieurement de telle sorte que je puisse profiter de l'expérience autant que je peux. Après, modulo, il y a des jours où j'y arrive, il y a des jours où j'y arrive pas. Mais je veux dire au moins des outils pour mettre des choses en place pour concrètement profiter de mes enfants pendant qu'ils sont enfants, quoi. D'accord. Et justement, j'allais te demander en fait si la maternité a eu un impact sur ta vie professionnelle. Donc d'après ce que tu me dis, oui, puisque ça a opéré un peu. Alors dans un premier temps, ça a eu un impact sur ma gestion du temps au sens plus organisation et productivité, parce qu'en fait, je me suis aperçue en m'arrêtant de travailler. Moi, je suis indépendante depuis 15 ans. En m'arrêtant de travailler, je me suis aperçue que pour pouvoir continuer quand même à alimenter mon blog, tout ça, que j'arrivais à faire ce qui avant me prenait 40 heures dans la semaine, en 10 heures, piocher par-ci par-là pendant des siestes, tout ça, j'arrivais à faire la même chose. Et donc on se pose question quand même. C'est-à-dire on se dit alors qu'est-ce que c'est? Non mais je me demande vraiment ce que je faisais de tout le temps que j'avais avant d'avoir des enfants. Donc ça change, voilà, la perception de ce qu'on fait, qui est utile ou pas utile, combien de temps on se donne pour faire les choses. Et puis après, de façon indirecte, c'est vrai que ça a éveillé mon intérêt pour ces outils de développement personnel et ça m'a permis de me révéler à moi-même que j'avais très envie de transmettre ces outils-là, donc à travers le podcast et puis plus concrètement, d'une façon plus appliquée en coaching individuel ou en coaching de groupe. Parce que j'ai vraiment l'impression que ces outils-là ont tout changé pour moi, mais vraiment tout. Et que du coup, si je peux aider d'autres personnes à qui ça parlerait à avoir accès à ces outils et à en bénéficier dans leur vie,
sans présupposer que ça parle à tout le monde de la même façon, mais au moins celles, et en particulier les femmes, même si je coach aussi des hommes, voilà, les personnes qui sont faites pour ces outils et pour qui ces outils sont faits, je veux participer à ce qu'ils le découvrent pour changer leur vie s'ils ont envie. Et en fait, c'est des lectures que tu as faites au début, puis après, donc tu me disais que tu as passé c'est essentiellement des podcasts. Ouais. En fait, j'ai découvert tout ça essentiellement par des podcasts. D'accord. Américains, donc. Américains. Et donc, en particulier, le travail d'une femme qui a développé une approche de coaching qui, moi, m'a été extrêmement utile. J'ai fait sa formation et sa certification pour être formée à ces outils-là. D'accord. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Brooke Castillo. D'accord. Son podcast s'appelle The Life Coach School Podcast. Son école de coaching s'appelle la Life Coach School. Okay. Elle est basée au Texas et donc c'est ça la certification que j'ai faite. D'accord. Ok. Et alors donc on va parler un peu de transmission. Est-ce qu'il y a des valeurs importantes à tes yeux que tu souhaites transmettre à tes enfants? Alors je pense que ce que j'ai envie de transmettre le plus à mes enfants, c'est la notion de possibilité en fait. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de les élever dans l'idée que concrètement tout est possible, enfin que à partir du moment où on peut imaginer quelque chose, c'est possible, et que ensuite ça va pas forcément se faire en un jour et ça va pas forcément se faire facilement ni en claquant des doigts, mais que voilà, qu'il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent imaginer pour leur vie et créer, et que voilà, c'est cette idée d'être créateur de son expérience et de son bonheur en général. Et au niveau de la transmission, on va dire ascendante, est-ce que ton rapport à ta propre maman a un impact sur ta vision de la maternité? Alors, je pense que c'est marrant parce que c'est un peu dans le prolongement de ça, c'est-à-dire que mes parents nous ont beaucoup encouragés, ma sœur et moi. C'est marrant parce que c'est l'exact miroir de ce que je viens de dire et je m'en étais pas aperçue. Vraiment qu'on peut faire ce qu'on veut, faire ce qu'on veut, qu'il suffit de s'y intéresser, de travailler et de s'appliquer à créer ce qu'on veut faire, mais que tout est possible pour nous. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidée dans mon développement à la fois scolaire et professionnel. C'est qu'en fait à aucun moment je me suis trouvée face à quelque chose en me disant non mais c'est pas possible ou c'est pas pour moi ou je serais pas capable. C'est-à-dire je me dis jamais ça. Surtout pour ce qui touche à des créations du travail de l'ordre plus intellectuel, parce que par contre je me dis pas tout est possible physiquement, c'est-à-dire j'ai pas cette même croyance sur le plan de mes capacités physiques, mais sur le plan de mes capacités professionnelles, j'ai le sentiment aussi, mais ça je l'ai développé un peu plus tard, que quand on a que les envies qu'on a philosophiquement, ces envies-là elles nous sont pas confiées par hasard. Et qu'en fait si on a une idée, si on a une inspiration, si on a une envie, bah en fait c'est un peu de notre responsabilité de la poursuivre et de lui donner vie. D'accord. C'est intéressant. Et qu'est-ce que tu penses du sentiment de culpabilité qui peut être assez répandu chez les mamans? Est-ce que c'est un sentiment que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un sentiment qui est tout à fait humain, que je vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne qui ont effectivement des enfants. Et en fait, moi j'aime bien faire la part des choses entre la culpabilité utile, qui est la culpabilité qui attire notre attention sur quelque chose qu'on a fait, qui va à l'encontre de nos valeurs ou qui va à l'encontre de la personne qu'on a envie d'être, et donc là c'est utile parce que c'est un petit signal qui dit attention, là t'as pas été aligné avec la personne que t'as envie d'être, et donc c'est le signal de corriger, de s'excuser, de faire autrement. Voilà, donc en ça c'est utile. Par contre, avoir un sentiment de culpabilité pour des choix qu'on a fait pour des bonnes raisons, je trouve que cette culpabilité là, c'est en fait, on est un peu au milieu du gué, c'est-à-dire soit on est en alignement avec un choix qu'on fait, qui est pas forcément un choix facile, mais soit on se dit bon bah ce choix-là je l'ai fait, et donc typiquement le choix de travailler après la naissance d'un enfant, si on fait le choix de travailler parce qu'on aime ce qu'on fait ou qu'on a besoin de l'argent, le sentiment de culpabilité il a plus voix au chapitre, c'est-à-dire on a déjà pris la décision, c'est pour des bonnes raisons, donc effectivement c'est difficile de laisser son bébé, pour certaines mères c'est difficile de laisser leur bébé, mais elles ont déjà pris la décision, donc le sentiment de culpabilité à ce moment-là n'a plus d'utilité. Et entretenir des pensées de culpabilité alors même qu'on a déjà pris la décision, on se tend là aussi notre propre piège. Ça fait partie des outils dont j'équipe les personnes que j'accompagne, c'est les outils qui permettent de faire la part des choses, et donc quand il y a des pensées qui génèrent la culpabilité, de les raccompagner au vestibule en disant non, je sais bien que voilà, il y a une partie de moi qui pense ça, mais on a décidé que je faisais pas comme ça parce que c'est ça le choix qu'on fait pour la famille, pour moi, pour mon enfant, truc, et donc on revient pas là-dessus. Ok. Et justement, par rapport à l'équilibre vie pro, vie perso, comment tu gères ça aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression justement d'être aligné par rapport à ce que tu souhaites? Alors, je
pense, là tout de suite, je suis un peu fatiguée, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit équilibre. On est en pleine sommeil, rentrée. Voilà, c'est ça. Mais je m'estime très chanceuse dans ma position où, comme je suis à mon compte, c'est moi qui règle en fait le niveau de mon activité, et donc c'est moi qui choisis les soirs où j'ai besoin que quelqu'un aille chercher, enfin où je fais le choix que quelqu'un aille chercher mes enfants pour pouvoir travailler un peu plus tard, des soirs où je vais les chercher. Enfin, j'ai quand même une flexibilité là-dessus qui me plaît. Et en fait, moi c'est aussi simplement que ça fait longtemps que ma vie professionnelle est très épanouissante pour moi, et donc c'est une priorité pour moi. Enfin, je veux dire, quand je vais travailler le matin, je dis pas à mes enfants, je suis désolée de te laisser à l'école, tu sais, faut que je t'y mette parce que maman doit travailler. Non, maman choisit de travailler parce que maman adore travailler. Ça, je le leur transmets vraiment parce que je trouve que c'est un modèle chouette à avoir, de se dire le travail c'est pas que pour gagner de l'argent. Enfin, je veux dire, c'est pour gagner de l'argent, mais c'est aussi parce que c'est très épanouissant, qu'on crée plein de choses, qu'on a un impact sur des vies. Ouais. Et donc t'arrives quand même à aller les chercher à l'école parfois le soir, quoi. Oui, plusieurs fois par semaine, ouais. J'alterne. D'accord. Il y a une babysitter qui fait quelques sorties d'école et c'est moi qui fais les autres. D'accord. Bon, c'est super ça. Et alors une question tout à fait différente qui est quel est ton rapport à ton corps de maman? Alors, je pense qu'il a changé mon rapport à mon corps dans le sens de l'appréciation et l'émerveillement que j'ai pour pas que mon corps, mais le corps humain. Ouais. Et effectivement, tout ce qu'il fait en autopilote, qui fait quand même vachement bien, et notamment fabriquer des êtres humains et les mettre au monde. Ouais. Et il se trouve que, enfin voilà, je voulais accoucher sans péridurale. Avec le premier, j'ai pas été au bout de la démarche, mais pour le deuxième, je m'y suis mieux préparée, et donc j'ai accouché de mon deuxième enfant sans péridurale. Okay. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose. Je suis plutôt douillette à la base, et donc pour moi, c'était un peu mon Everest. C'était sur ma life list. C'était le fait de me dire, je veux vraiment faire l'expérience d'une naissance sans aide particulière. Alors c'était un accouchement qui se passait bien, donc je dis pas ça pour me retirer du mérite parce que je trouve quand même que je suis une rockstar, mais c'est plus pour pas que des femmes qui qui auraient voulu, mais qui je veux surtout culpabiliser personne. Non, bien sûr. Bon, voilà, je veux pas avoir l'air de dire que mais c'était la bonne expérience pour moi, et ça me reste. J'ai fait ce truc que je voulais faire, qui était pas facile, et donc j'y repense souvent en fait à cet accouchement et au. C'est vrai. C'est marrant. Ouais, hyper souvent. À l'expérience que c'était, qui était un truc un peu fou, quoi. Et quand on y réfléchit, enfin, je veux dire, c'est fou que je trouve que c'est fou, alors que c'est quand même ce que font les femmes depuis des millénaires. Ouais, mais bon, ça reste. Mais ça ne se fait plus beaucoup. Ouais, ça reste quand même dans tous les cas. Dans ma vie, c'est une expérience unique. Donc voilà. Et par ailleurs. Sur les histoires de prise de poids, d'alimentation et tout, ça a aussi pas mal apaisé les choses, parce que j'ai eu l'impression que je pouvais compter sur mon corps en fait. Je veux dire qu'il y avait que ce côté autopilote, il marchait aussi dans mon sens, et que si je m'occupais bien de mon corps savait faire ce qu'il fallait pour retrouver des ressources, voilà. Et est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi, justement, dans tout ça? Alors, beaucoup plus aujourd'hui que mes enfants sont plus des bébés. Moi, mon expérience, c'était que quand j'en avais au moins un qui était vraiment petit, en dessous de... Je trouve que le tournant, c'est à peu près à 2 ans. En dessous de 2 ans, on est quand même... c'est difficile de trouver du temps pour soi. Mais en fait, j'en prenais sur mon temps de travail. C'est-à-dire qu'en fait, mon temps de travail devenait, comme mon travail me plaît, devenait mon temps pour moi, en fait. Ok, d'accord. Mais aujourd'hui, j'arrive mieux, et notamment, avec mon mari, on prend régulièrement des babysitters le soir pour aller au resto, pour rien de... On commence par prendre un verre au bar qui est en bas de chez nous, et rien que ça, quoi. On quitte la maison, et c'est vraiment, je veux dire. Et finalement, je trouve que c'est ça aussi qui est chouette, et c'est en ça que les enfants m'ont fait le cadeau de l'instant présent, c'est que quand on n'avait pas d'enfants et qu'on pouvait sortir n'importe quand, je veux dire, c'était sympa, mais c'était pas une fête à chaque fois qu'on sortait au restaurant. Alors que maintenant, à chaque fois qu'on sort au restaurant, je veux dire, finalement, c'est le contraste qui permet d'apprécier vraiment, et d'être avec les enfants parce qu'on a pu être sans, et d'être sans les enfants parce qu'on a été avec, quoi. Non, mais c'est vrai que du coup les sorties prennent toujours des proportions. C'est ça. Moi, c'est pareil, et en même temps, j'adore. C'est-à-dire, moi, je me prépare, je sors, je suis la reine du monde. J'ai vraiment l'impression, du coup, on passe de particulièrement bonnes soirées dans ces moments-là, rien que du fait que c'est pas
Petit moment de liberté. Parce que c'est quelque chose qu'il faut organiser, c'est quelque chose il y a une anticipation qui se crée autour de ça qui fait que j'en profite d'autant plus intensément. Mais tu t'as pas d'activité type sportive, voilà. Alors je vais à la piscine, j'aime bien nager, mais j'y vais sur mon temps de travail, c'est-à-dire j'y vais pendant la journée. Voilà, je fais de la méditation, j'écris dans un carnet, enfin c'est des exercices que je suggère sur le podcast d'ailleurs que je fais moi-même. Et ça c'est pareil, c'est-à-dire je le fais en arrivant à mon bureau. D'accord. C'est sur mon temps de travail, Ok. Donc ça, tu le conseilles alors en fait, la méditation. Je réfléchis à cette idée, est-ce que ça peut être adapté la méditation justement pour, je sais pas si c'est possible, mais pour des mamans justement qui, comme on disait tout à l'heure, quand on rentre de la maternité, etc. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut être un bon outil pour moi, je me souviens que ça m'aidait beaucoup, c'est-à-dire que j'avais téléchargé des applications avec des exercices de relaxation parce qu'en fait j'étais tellement anxieuse que j'avais vraiment besoin des temps de méditation avec un bruit de fond, tu sais, qui est apaisant, du bruit de l'eau, les gouttes de pluie. Donc ça, c'est des outils qui sont effectivement qui peuvent être mis en place très utiles, pas trop difficilement et qui peuvent être alors utiles. Un truc que j'ai retrouvé depuis que mes enfants sont un petit peu plus grands, c'est le fait de pouvoir emporter un bouquin au parc. Quand je les emmène au parc pour qu'ils jouent, maintenant ils peuvent jouer dans le bac à sable. Moi, je suis assise à côté et je lis. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Et je me souviens hyper bien avoir eu une conversation avec quand mes enfants étaient encore tout petits. Je sais plus si j'en avais déjà 2 ou que 1, mais je l'avais vu sur un banc avec un livre et j'étais allée la voir et je lui avais dit à partir de quel âge vous avez pu commencer à lire un livre au parc. Et donc je sais plus quel âge elle m'avait donné, mais cette femme, je m'en souviens encore comment elle était et tout. Et je me disais mais c'est génial. De l'autre côté, il y a ça. Il y a cette perspective. Au bout du tunnel. Au bout du tunnel, il y a un banc et un livre. Ouais, donc ça aussi, c'est un petit moment aussi pour toi. C'est ça. Super. Et donc, pour finir cette interview, je voudrais savoir ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu deviennes maman. Si tu aurais voulu qu'on te prévienne de quelque chose ou... Voilà, je pense que ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise, je sais pas si j'étais disposée à l'entendre, mais ce que je me dis a posteriori, c'est qu'en fait, tout ça, ça a un sens. Ouais. C'est-à-dire que le fait que ce soit difficile, c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un processus, c'est un apprentissage et que tout ce qui peut paraître comme difficile sur le coup, en fait, a une utilité dans le développement de compétences, en fait. Parfois, il faut casser notre façon de fonctionner pour fonctionner autrement. Et en l'occurrence, avec des enfants, il faut changer sa manière de fonctionner. Et donc, en fait, ce qui est difficile, c'est le fait en fait, c'est quand on est au milieu du gué, c'est-à-dire on n'est plus la personne qu'on était avant et on n'est pas encore la personne qu'on va devenir. Et donc, au milieu, on peut avoir un peu l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, mais qu'en fait, c'est dans cette période-là qu'on réinvente, qu'on trouve ses propres outils, qu'on trouve ses propres ressources qui sont ensuite très utiles après. D'accord. Et qu'on se crée aussi, ce que tu disais tout à l'heure, enfin, c'est marrant parce que moi, je ressens beaucoup ça aussi, qu'on se crée une nouvelle identité quelque part. Finalement, ça reste nous, mais je sais pas. En tout cas, je sais pas si tout le monde est concerné, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et je pense que ce que j'aurais bien aimé qu'on me dise, parce qu'en fait, je me sentais obligée de devenir quelqu'un d'autre. Et c'était ça que je trouvais angoissant. Ouais. Mais en fait, ce que j'aurais envie de me dire, si je pouvais m'écrire sur un post-it, c'est que j'aurais bien voulu me dire, tu vas aimer la personne que tu vas devenir. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Quand on se sent devenir quelqu'un d'autre, on se dit, bah oui, mais j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai envie d'être moi. Et donc, le fait de me dire, ce sera encore mieux. Ouais. Enfin, tu aimeras encore mieux la personne que tu deviendras. Et ça, c'est vraiment vrai. Je pense que je suis pas une meilleure personne au sens moral, mais je suis plus moi aujourd'hui que je ne l'étais avant d'avoir des enfants parce que j'ai été obligée d'enlever certaines couches de construction pour arriver un peu au cœur de qui je pouvais être. Donc quelque part en fait c'est finalement se faire confiance, avoir confiance en soi dans le fait que on va trouver le chemin vers cette identité de maman. Confiance en soi et confiance dans quelque chose confiance dans le processus et dans l'expérience, c'est-à-dire quand même on fait des enfants, l'humanité fait des enfants quand même depuis un petit moment et donc de se dire qu'en fait tout ça c'est fait pour d'une certaine façon, enfin je sais pas comment le dire mais que c'est ça, que toutes ces épreuves, en fait, le pendant, c'est l'apprentissage qu'il faut faire pour le dépasser et que c'est de ça qu'on a besoin pour être ensuite, armé pour la suite et que je pense que ça s'arrête pas de sitôt. C'est-à-dire les miens, ils ont 3 ans et demi et 6 ans, donc c'est encore. je suis consciente qu'il y a encore des étapes. Il y a encore des marches, Mais j'ai l'impression d'avoir mieux compris comment aborder les différents stades. D'accord. Ok, écoute, merci beaucoup Clotilde. Merci Marie, merci à tes auditeurs et tes auditrices.
Merci à tous et puis à bientôt. Et donc on peut te retrouver donc sur ton podcast. Voilà, le podcast s'appelle Change ma vie, changemavie.com pour le site et toutes les infos et @oui change ma vie sur Instagram. OK. Et puis toujours sur ton blog aussi. Et sur mon blog Chocolate and Zucchini pour celles qui veulent et ceux qui veulent plus la partie cuisine. La partie cuisine. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à bientôt. Marie. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.